Bonjour David, merci de me donner du temps pour cet enregistrement de ce podcast, ici dans le magnifique centre d'entraînement de l'Union. Peut-être pour commencer, j'avais une première question, de savoir dans quel état d'esprit tu es actuellement, puisque là on termine la phase classique et tu as devant toi évidemment, comme tu disais toi-même dans la presse, 11 finales à jouer. C'est quoi ton état d'esprit actuel ? On va dire que cette semaine était une semaine où on a pu clôturer d'une part la moitié de la saison, on va dire. Les points sont divisés par 2. En même temps, pouvoir déjà tourner notre regard vers ce qui arrive. Et comme vous l'avez bien dit, c'est 11 finales qui nous attendent. Donc voilà, d'une part, c'était de clôturer cette phase classique qui a quand même été fort chargée avec et la Coupe et la Champions League et le championnat. Et voilà, avec maintenant un week-end, on va dire, de répit, surtout pour les joueurs, je pense que c'est important de pouvoir déconnecter pendant 2-3 jours, ce qu'on va aussi leur donner pour ce week-end. Mais voilà, en les attendant lundi, avec voilà une fin que j'attends d'eux par rapport à ces 11 finales qui vont arriver. C'est 8 semaines où on va dire, on a travaillé très dur pour arriver dans la situation dans laquelle on est, où on a tout à jouer, où on est voilà, dans un... on est premier du championnat, où on est en finale de la Coupe. Et donc voilà, le voir comme 2 très belles opportunités et avoir ce privilège de pouvoir attaquer. Et c'est comme ça que je vois les choses, c'est aller attaquer ces 11 matchs. Est-ce que l'équipe est là où elle doit être par rapport à, je dirais, aux ambitions que toi et le club aviez ? Est-ce que c'est terminer en tête, être en finale de la Coupe, c'était des objectifs bien définis ? Ou c'était plus le match par match comme les autres saisons. Les autres saisons, on avait quand même souvent l'impression que jusqu'à la fin, l'Union ne disait jamais on vise le titre et on essaie de gagner tous les matchs. Mais est-ce que cette position a un peu changé ? Dans un sens, je pense que oui, parce que voilà, je trouve ça toujours très important de pouvoir exprimer ses ambitions à un certain moment. J'essaie de faire ça quand je commence quelque part, mais quand je suis arrivé ici, c'était très clair, c'était essayer d'aller engranger un maximum de points possible. Et oui, ça va toujours par le match par match. Ça, c'est toujours... On se fixe des objectifs, mais en même temps, on est très clair dans ce dont on a besoin pour justement atteindre ces objectifs. Mais voilà, pour moi, c'était en couple, c'est d'aller le plus loin possible. Et en championnat, c'est de pouvoir atteindre le maximum. Et voilà, quand tu ressors d'une saison où tu as été championne, je trouve que voilà, c'est important de pouvoir exprimer ses mêmes ambitions. Et donc voilà, c'était très vite notre objectif d'aller jusqu'au bout dans ces deux championnats. Mais encore une fois, on est maintenant premier de la phase classique. Ça nous donne un ticket européen assuré. Donc ça, c'est la chose positive. Mais il y a encore ces 10 matchs qui vont être super importants et où tout va se jouer. On reviendra sur la suite de la saison un peu plus tard dans l'épisode, peut-être avant de continuer. Moi, je voulais peut-être revenir un tout petit peu sur ton parcours à toi, pas uniquement en tant qu'entraîneur, mais bon, comme tout le monde sait, tu es aussi un ancien joueur professionnel qui a quand même eu une longue carrière dans le championnat belge. Tu as été principalement formé à Genk. Si mes souvenirs remontent, tu as quand même joué aussi en tant que pro à Genk pendant plusieurs saisons, puis tu as fait d'autres clubs belges, Zulte Waregem, OHL. Tu as joué avec les Futures aussi chez Anderlecht. Peut-être pour aussi les auditeurs qui sont un peu plus jeunes, qui t'ont peut-être pas connu à l'époque, comment est-ce que si on devait te définir, David Hibert en tant que joueur, c'était plutôt quel style de joueur ? On va dire que c'était un joueur qui était bon à travers les autres. Donc sans vouloir dévaloriser mes qualités, mais je crois que j'étais très bon dans organiser tout ce qui se passait autour de moi. Mettre les pions correctement, j'étais très bon à parler et à régler toutes les choses qu'il y avait à régler. Et en même temps, j'avais un jeu très simple. Je récupérais beaucoup de ballons de par ma position et en même temps, j'essayais toujours de trouver les joueurs qui pouvaient faire la différence autour de moi. Et comme je dis, défensivement, j'essayais d'organiser le tout. Et en même temps, je pense que sur et en dehors du terrain, j'étais quelqu'un qui mettait en avant l'esprit d'équipe et qui savait que tous les succès allaient être que possibles si on arrivait à travailler ensemble et voilà, qui essayait d'organiser le tout, d'essayer de soutenir un coach dans sa vision des choses. Donc voilà, je pense que j'étais surtout un relais du staff par rapport à ça et je crois que c'est un petit peu comme ça en grande ligne que je peux me définir. Oui, et puis avec une position évidemment très centrale sur le terrain en tant que demi-défensif.
Est-ce que du coup, par rapport à ce que tu me dis là, en fait, on sent déjà peut-être un peu le David Hubert entraîneur qui pointe à l'horizon. Est-ce que c'était déjà dans ta tête quand tu étais joueur professionnel ou pas du tout? Est-ce que tu avais déjà des plans, un plan de carrière défini par rapport au métier d'entraîneur après l'après-carrière? J'avais pas de plan pendant ma carrière voilà, je vais d'office devenir entraîneur par après. C'est plutôt quelque chose qui a évolué. J'ai toujours été intéressé par ce qu'on faisait à l'entraînement, le pourquoi du comment. Peut-être être le gars un petit peu embêtant qui allait demander pourquoi est-ce qu'on a fait ça aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on ferait pas ça. Donc ça m'a toujours intéressé. J'ai aussi très vite commencé ces cours d'entraîneur. Je crois qu'avant mes 30 ans, j'avais terminé l'UFAA. Okay. Mais aussi parce que voilà, j'avais voilà, du temps à côté et que ça m'intéressait. Donc je me disais, voilà, pourquoi pas faire mes diplômes. Je sais jamais qu'après, je vais pouvoir continuer là-dedans. Mais c'est vrai que vers la fin de ma carrière, je me suis intéressé de plus en plus. Le choix aussi d'aller jouer avec les Futures à Anderlecht, c'était aussi vraiment pour moi la transition idéale. Alors que j'avais, je pense, encore 2-3 ans à jouer, mais bon, à un moindre niveau, donc plutôt en D1B. Ou en Challenger Pro League, comme on dit aujourd'hui. Mais là, j'ai quand même décidé de franchir le cap vers... parce que justement, ce côté du coaching m'appelait de plus en plus. Et donc, c'est là que j'ai décidé de raccrocher mes crampons et d'enfiler, on va dire, pas le costume d'entraîneur, mais le côté... Et donc, je suis devenu assistant, du coup, voilà, il y a 2 ans en D1B. Ouais, donc, tu as commencé en Challenger Pro League avec les Futures comme joueur. Comme joueur, évidemment déjà un peu dans l'idée finalement d'encadrer les jeunes, donc c'était aussi quelque part une forme de coaching, et puis tu es passé du côté entraîneur, et puis bon, la suite évidemment on la connaît, hein, puisque tu as eu l'occasion d'entraîner l'équipe A d'Anderlecht, et puis tu es passé à OHL avant de venir à l'Union. Et justement par rapport à ton expérience en tant que joueur, qu'est-ce que tu as pris avec toi, je dirais dans tes bagages comme on va dire, learnings comme choses que tu as apprises et que tu appliques, on va dire, dans ton boulot d'entraîneur? Je crois beaucoup de choses. D'une part aussi parce que bon, tu as aussi eu beaucoup d'entraîneurs, donc tu as vu aussi un petit peu, tu as pu vivre comment un entraîneur se présente devant un groupe, qu'est-ce qu'il donne comme entraînement, qu'est-ce qu'il donne comme théorie, comment est-ce qu'il aborde un adversaire, comment est-ce qu'il aborde l'individu, comment est-ce qu'il aborde le groupe. Voilà, toutes ces facettes-là, j'ai pu voir beaucoup d'entraîneurs, donc tu prends beaucoup un peu comme une éponge, tu prends beaucoup d'idées, des idées positives que tu gardes en tiens, ça c'est peut-être quelque chose que je ferais bien aussi, mais en même temps tu vois aussi des choses que tu ne ferais pas ou que tu ferais différemment, et donc qui t'aident aussi dans ton expérience à voilà, déjà avoir une idée très claire de ce qui marcherait pour toi et ce qui ne marcherait pas. Donc ça c'est la première chose. Mais deuxièmement, en tant que joueur, je crois que enfin, moi j'ai vite compris que la somme des parts est souvent beaucoup plus importante et vont te donner beaucoup plus de succès que les parts en individuel. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très important, c'est que le football, c'est un sport d'équipe, mais joué par des individus. Et ça, c'est important de pouvoir connecter toutes ces individualités, les faire comprendre que mettre leur qualité au service du collectif peut faire en sorte que tu peux atteindre des choses que tu ne pourrais pas atteindre en tant qu'individu. Et justement, tu dis que tu as appris un peu de tous les entraîneurs que tu as côtoyés. Est-ce qu'il y a un entraîneur en particulier qui t'a vraiment marqué, qui a vraiment eu une influence assez importante sur ton style actuel en fait? Beaucoup, mais si je dois me réduire à certains, ben après voilà, j'ai été champion avec Genk, avec Frankie Verkotteren par exemple. Donc ça c'est vraiment quelqu'un qui a été très inspirant dans ma carrière d'entraîneur. Donc ça c'est sur quel aspect? Dans l'aspect de être très clair dans ce qu'il demande à chaque joueur, qu'ils le mettent aussi dans leur qualité et qu'ils fassent en sorte d'en créer un puzzle qui fonctionne ensemble. Donner aussi beaucoup d'importance et d'autonomie à certains joueurs pour justement avoir et à concerter pas mal certains joueurs, surtout ses capitaines, de comment gérer le collectif et le groupe. Donc quelqu'un qui était très clair surtout dans ce qu'il demandait, dans ce qu'il voulait. D'autre part, j'ai eu Anne Van Azenbroek quelques mois à Genk aussi. Bon, pas sa période la plus successful pour ainsi dire, mais c'était quelqu'un qui tactiquement était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui avait une idée très claire de la façon dont il voulait jouer. Donc purement point de vue philosophie de jeu, il était très clair là-dedans et il avait une idée très claire, en tout cas pour lui-même,
comment il voulait jouer. Donc ça c'est aussi quelque chose qui m'est resté. Et justement, par rapport à ton style en tant qu'entraîneur, si on te demande c'est quoi le style David Hubert, bon, on sait évidemment que l'Union a un style de jeu qui est quand même relativement cohérent déjà depuis plusieurs saisons. Hein. C'est principalement du 3-5-2 avec une intensité assez forte. Mais bon, chaque entraîneur, à chaque fois, a amené un peu sa patte personnelle, son style. Comment tu définirais le tien? Je crois surtout que c'est important en tant que coach de pouvoir s'adapter et qu'il n'y a pas forcément un coach qui sait jouer qu'avec une telle équipe ou qu'avec une telle équipe. Donc ça, je crois que la force d'un coach, ça doit vraiment être l'adaptabilité qu'il peut avoir. La philosophie de jeu reste la même, les principes de jeu doivent rester les mêmes pour moi, mais ce n'est pas réduit à savoir jouer qu'à 3 ou savoir jouer qu'à 4. Donc point de vue formation, je crois que ça c'est du passé, que le football moderne est surtout basé sur l'animation. Mais donc, tu dois pouvoir t'adapter dans ta philosophie de jeu à jouer à 4 derrière ou jouer à 3 derrière. Pour moi, c'est très clair là-dessus. Mais après, c'est sur quel point dans ta philosophie tu vas appuyer le plus. C'est ça pour moi qui est le plus intéressant. Quand, voilà, dans ma philosophie, je suis quelqu'un qui a envie de récupérer la balle le plus vite possible. Donc, dans le counter-press, comme ils appellent ça, dans quelque chose qui est très fort, union, depuis des années, c'est quelque chose sur lequel j'appuie nettement plus maintenant ici. Voilà, tout comme on aime bien les transitions assez rapides, la verticalité dans la transition. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel tu vas appuyer aussi. Dans notre pressing, on essaie d'être très intense, très, très agressif. Donc ce sont des choses, mais en même temps, je veux pouvoir jouer au football, mais encore une fois, tu dois pouvoir utiliser tes joueurs dans leur qualité. Et donc savoir aussi, tu vas moins construire de manière à la Manchester City avec l'Union que ce que tu ferais avec la Manchester City par exemple, parce que voilà, c'est un peu moins dans le registre de certains joueurs et donc tu dois pouvoir, pour moi, t'adapter et justement les mettre dans leur force. Je crois que c'est très important de pouvoir mettre tes joueurs pas dans leur confort, mais là où ils peuvent vraiment exceller. Ouais, les mettre dans une position où en fait toutes les qualités sont optimalisées, tout à fait. Et justement, s'adapter pour toi, donc tu es venant gérer de clubs comme Genk, même Anderlecht, c'est du jeu, on va dire, peut-être un peu plus technique, beaucoup moins intense, passer à l'Union. Est-ce que, voilà, comment ça se passe, ce genre d'adaptation? Parce que j'imagine que c'est complètement différent. On passe d'un système de jeu à un autre, avec des joueurs qui sont différents, un style de jeu qui sont différents, des attentes. Comment est-ce qu'on gère ça en tant qu'entraîneur? Mais je crois qu'on regarde que le football est assez clair, mais que voilà, on a tendance à vouloir mettre une étiquette sur certains joueurs ou sur certaines équipes, alors que voilà, on a des joueurs qui savent très bien jouer au football aussi. Mais voilà, comme j'ai dit là de suite, on a par exemple un système où on n'a pas de fullbacks par exemple. On a 3 joueurs derrière, on a des wingbacks qui sont en fait des attaquants ou même des ailiers qui ont été une reconversion vers ce système de wingback. Mais donc ça, c'est un système qui nous convient bien, qui est vraiment et ça, c'est ce que j'aime à l'Union aussi, c'est qu'il y a c'est très clair dans la façon dont le noyau a été conçu. Et donc, avec ces profils-là, essayer de trouver une animation de jeu qui nous convient le mieux. Et donc, c'est de mettre tes joueurs aussi dans leur force. On a eu ces dernières semaines, par exemple, quelques petits soucis de personnel, on va dire, en tant qu'attaquant. Au niveau de l'attaque, ouais. Et donc, voilà, le 3-5-2 qu'on a beaucoup joué cette saison, par exemple, on a dû un petit peu le remanier et on a joué 3-4-3, avec un seul attaquant de pointe, mais plutôt deux soutiens d'attaque derrière eux. Donc là, on va jouer aussi, notre animation de jeu sera légèrement différente aussi par rapport à ça, ou si tu vas jouer avec 2 attaquants, où tu auras un jeu encore un peu plus direct que si tu joues avec 4 milieux de terrain, pour ainsi dire. Donc voilà, ça c'est comment tu t'adaptes en tant que... Et comment tu mets tes joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir qu'ils puissent exceller, comme on a dit là de suite, dans leur qualité. Je reviens un peu, j'irai à la période où tu étais donc entraîneur OHL. Pocognoli quitte l'Union. Mais bon, tu reçois un coup de fil de l'Union, probablement de Chris. Qu'est-ce qui passe dans ta tête? C'est quoi ta première réaction? Surpris d'une part parce que voilà, j'étais quasiment même pas au courant que Pocognoli était parti à ce moment-là. On était en pleine trêve internationale, mais on avait encore entraînement cette semaine-là avec l'Union et je suis quelqu'un qui quand je commence à quelque chose, je suis à 100% dans le projet OHL à ce moment-là. Donc voilà, j'étais en train de préparer, d'entraîner. Il y avait encore un match amical, donc j'étais vraiment et on avait le week-end de libre.
Et donc voilà, je suis vraiment pas dans l'optique à ce moment-là de chercher à la recherche d'autre chose. J'étais ce contrat à OHL et j'étais très content d'être là et du travail, du challenge qu'il y avait devant nous. Mais donc voilà, il y a ce coup de fil et voilà, à ce moment-là, tu te dis, bon, intéressant. C'est un club qui quand même, et la façon dont il travaille et quelque part, il y avait cette curiosité d'aller écouter de ce qu'ils avaient à dire, de comment ils voyaient l'entraîneur et la personne David, comment eux fonctionnent, comment eux travaillent. Donc c'était cette curiosité-là qui m'a appelé à voilà, quand même aller une fois écouter ce qu'ils avaient à dire. On va dire que je m'attendais peut-être pas directement à ce que ce soit très concret, mais très vite c'est avéré que voilà, ils étaient fort intéressés, que j'étais ou très vite ils m'ont demandé en fait de reprendre l'équipe, où là j'ai dû voilà, faire un choix assez. Et c'est ce que je dis toujours, c'était un choix facile, mais une décision très difficile. Oui. Parce que tu laisses derrière toi quelque chose qui, pour moi, n'était pas encore accompli ou terminé, mais quelque part, un choix facile dans le sens où, voilà, c'est un club qui m'a, dans ce que je voyais de l'extérieur, mais aussi très évident, quand ils m'ont proposé le projet, ils m'expliquaient un peu comment ils voyaient les choses, comment ils me voyaient moi, comment ils voyaient mon fonctionnement, comment ils voyaient la façon dont eux travaillaient, comment ça allait pouvoir coïncider. C'est quelque chose qui m'a très vite plu. Ouais, donc c'est vraiment le projet, enfin au-delà de, parce que évidemment passer d'un club qui joue contre la relégation plutôt, ou un club qui joue le haut du tableau, évidemment la décision peut être facile, mais c'est surtout le projet en fait, c'est surtout la façon dont le club est géré et les ambitions futures du club qui t'ont vraiment fait basculer. On est tous sportifs, hein, voilà, sportifs dans l'âme, et on veut toujours le plus haut possible, ouais. Et on veut toujours pouvoir jouer pour les premiers rôles. Mais voilà, je crois qu'il y a un intérêt dans tous les projets qui se proposent, et j'étais très intéressé par le projet OHL que je connaissais très bien en tant que club, où je voyais un potentiel énorme. Mais voilà, où le challenge était tout autre que celui qui a naturellement maintenant à l'Union. Mais bon, j'avais connu l'Anderlecht l'année d'avant, où les attentes étaient through the roof. Ouais. Donc voilà, ça fait partie des choses, mais c'est surtout là, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de voilà, pouvoir jouer pour les premiers rôles, mais en même temps, c'est le projet qui proposait. Voilà, parce qu'on aurait très bien pu dire, ouais, bon, tu vas jouer à la Champions League, boum, et je m'en fous de ce qui est raconté. Non, ce qui m'a surtout plu, c'est que voilà, j'ai connu dans ma courte carrière d'entraîneur, mais bon, en tant que joueur aussi, j'ai connu beaucoup de clubs qui fonctionnaient de manière totalement différente. Mais l'organigramme qu'il y avait ici, la façon dont voilà, on voyait et comment justement ce rôle allait pouvoir être joué, voilà, m'a très vite dit que c'était un bon match possible, et donc il m'a directement vraiment donné l'envie de pouvoir attaquer le 14 mai, on a une finale de coupe très importante contre le voisin bruxellois. C'est un grand derby. Est-ce que ça amène chez toi à gérer un sentiment particulier, tenant compte évidemment le fait que tu es aussi passé par Anderlecht? Est-ce que ça amène chez toi un sentiment particulier? C'est quoi comment tu appréhendes ce match? Comme je dirais, juste comme si on avait joué contre Bruges ou contre, on va dire, le Standard, ça aurait été pareil? Ou est-ce que il y a quand même petite saveur, un petit piment en plus pour toi par rapport à ce match? Donc, une fois, il ne s'agit pas de moi. Je crois qu'il s'agit surtout d'une finale de coupe. Il s'agit d'un prix à gagner. Il s'agit d'un derby. Et donc, le derby, ce n'est pas moi et Anderlecht, c'est l'Union et Anderlecht. C'est les supporters où c'est quelque chose qui vit énormément. Donc quelque part, ça va être une magnifique journée, une magnifique affiche. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Et comme je dis, l'important, c'est ça. Maintenant, est-ce que jouer contre Anderlecht, ce serait mentir de dire que non, c'est la même chose que si on avait joué contre l'Antwerp, qui était l'autre demi-finaliste en face. Donc là, oui, bien sûr que ça a ce piment en plus, mais tout comme ça l'est pour les supporters qui vont jouer contre les voisins. Non, c'est clair, ça vit très très fort au sein des supporters. Ça, je pense que tu le sais très bien, parce que tu es bruxellois toi-même, hein, tu es né à Uccle. Et donc justement, les supporters, parce qu'évidemment les supporters ont vu passer déjà pas mal d'entraîneurs ces dernières années. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec les supporters? Est-ce que tu as déjà eu des contacts? Comment tu vois cette relation avec ces supporters, et comment tu pourrais définir justement cette ambiance qu'il y a à l'Union? Très particulière, appellante, dans le sens où je me souviens, voilà, une fois avoir signé, je crois que 5 jours plus tard, on jouait notre premier match à domicile contre Charleroi, et
voilà, t'as toujours été là-bas en tant qu'adversaire. Et pour la première fois, tu te retrouves en tant que membre de la famille de l'Union. Je veux dire que voilà, aussi toutes les personnes dans le club ont toujours été directement très accueillantes. Mes premiers pas que j'ai mis voilà, au stade d'Uden au Marien, c'était voilà, il y avait directement, je me souviens très bien, 2 petits maillots pour mes enfants, bienvenue chez toi à la maison, coach. Donc ça, c'était vraiment comment tu te sens directement accueilli et la chaleur qui est dégagée par à ce moment-là les personnes de l'Union. Mais en même temps, cette communion avec les supporters que tu as toujours vu de l'extérieur en tant qu'adversaire après un match, bah, tu as senti que l'ambiance dans ce stade est complètement différente de ce que ça peut être autre part, qu'ils sont tellement proches quelque part, ils ont tellement d'influence sur ce qui se passe sur le terrain, ils ont tellement cette capacité à pouvoir pousser cette équipe vers quelque chose de plus, ce qui est démontré aussi dans les 15 matchs qu'on a joués à domicile. Ouais, justement, c'était ma prochaine question, à savoir, est-ce que, d'après toi, il y a vraiment c'est une série fantastique, évidemment, à domicile. Quel est un peu le rôle du public là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment un rôle prépondérant? Je crois que c'est indéniable de dire que leur influence est bel et bien présente. Comme je dis, c'est ce sentiment, et je suppose que tous les supporters l'ont aussi, quand il y a toujours cette capacité de pouvoir se surpasser dans ce stade et dans certains matchs parfois un peu plus compliqués où justement tu as ce push qui est possible que là. Donc voilà, c'est comme quelque chose de très spécial. Tout comme, voilà, une fois que le match s'est terminé, voilà, quand je vais vers ma voiture, tu longes tous les cafés, voilà, et voilà. Tu dois faire 10 000 photos. Ça fait partie d'eux, mais c'est cette chaleur-là qui est pour moi aussi très, très, très saine. Et c'est ça que je trouve surtout, c'est cet esprit de bienveillance, de bon enfant quelque part, de familier, qui pour moi dégage vraiment de ces tribunes, mais des personnes que tu rencontres alors dans les rues. Tout comme voilà, des matchs qui parfois ont été plus compliqués ou même où on a perdu. Quand tu vois la communion après avec ses supporters qui quelque part sont tellement fiers de ce qui se passe sur le terrain, même si ce match ne devait pas être gagné. Tu sais qu'en tant que joueur de l'Union, quand tu auras tout donné sur le terrain, et même si ça ne devait pas aboutir dans une victoire, tu sens que voilà, il y a cette reconnaissance de la part des supporters et tu sais qu'ils sont derrière toi. Oui, c'est une façon de supporter qui est positive et où en fait les gens dans le stade sont pour leur équipe et sont pas contre l'adversaire. Et pour moi, c'est vraiment la définition parfaite du mot supporter. C'est voilà, ils sont derrière toi dans les bons moments à célébrer ensemble, mais aussi dans les moments plus difficiles à te supporter justement et à te redonner justement ce coup de pouce dont tu as parfois besoin pour remonter à une phase un peu plus compliquée. Comment tu vas préparer mentalement les joueurs justement par rapport aux 11 matchs qu'on joué, la finale, plus les matchs de play-off? Tu vas bientôt les retrouver, ils vont revenir de leur mini-trêve. Certains sont probablement partis aussi en équipe nationale, sans dévoiler des secrets évidemment du vestiaire, mais comment tu vas les aborder? Premier entraînement, ce sera quoi? Déjà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est un petit peu voilà, mettre ta personnalité dedans, de ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé, essayer de mettre ce que moi j'ai en moi et de comment moi je vois les choses et comment je pense pouvoir les aider un maximum. Mais pour moi, c'est surtout le mindset qui va être fort important dans comment on va aborder ces playoffs. J'ai entendu beaucoup il y a cette perception qui existe, on va dire, des médias, de tout ce qui se passe autour, et c'est depuis des semaines et des mois, et que voilà, ça va dans un sens, et puis ça va dans l'autre, et puis ça va à gauche, et puis ça va à droite, et puis ça va en haut, et puis ça va en bas. Et ça, c'est un petit peu comment fonctionnent, on va dire, les médias de nos jours. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, c'est ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc, ou bien c'est... Et donc ça, c'est important d'avoir vraiment cette ligne de conduite, c'est né tous dans la même direction, parce que je suis persuadé que ça va être une histoire de collective mind. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir être tous focus et mettre tous les égos de côté et pouvoir mettre ce collectif en avant. Et tout comme, pour moi, c'est comme j'ai dit de suite par rapport à ces 11 finales, c'est voir ça comme un privilège, comme étant devant deux objectifs fantastiques et les aborder comme quelque chose de positif et quelque part quelque chose qu'on va vouloir attaquer, à la place d'avoir ce mindset de ce que j'ai essayé d'expliquer aussi la semaine passée quand on m'a posé la question, mais vous allez aborder cette saison, on l'a abordé en tant que title defenders, à défendre notre titre. Et je trouve ça un terme pour moi complètement dans le sens où non, on l'a eu ce titre, il est
on l'a, elle est dans notre vitrine, elle fait partie de l'histoire du club entre-temps. Maintenant, c'est l'histoire de pouvoir en rajouter encore une, ça, ou une autre coupe. Et donc, c'est ça qu'on doit pouvoir voir, c'est attaquer un prochain objectif, un nouvel objectif, un objectif qui est, pour moi, plus compliqué à atteindre, vu que, voilà, réitérer quelque chose, c'est déjà pas facile pour n'importe quel club. Mais alors, comme étant l'Union qui, pour la première fois, l'a fait l'année passée, depuis des années, voilà, être déjà où on est maintenant, mais en plus, voilà, avoir cette capacité, cet objectif et cette possibilité de pouvoir réitérer, voilà, ça, c'est quelque chose de, pour moi, qui doit te donner une fin d'ogre à vouloir voilà, effectuer quelque part un exploit. Oui, en tout cas, je pense que même si c'est vrai, et ça c'est peut-être pour clôturer avec cette question, moi, quand je lis la presse ou j'écoute des émissions, surtout du côté du nord du pays, quand on demande aux journalistes c'est quoi leur pronostic pour les playoffs, on entend quand même souvent toujours venir, oui, mais en fait l'Union est en tête, mais on pense quand même que ce sera Bruges parce qu'ils ont quand même la meilleure équipe. Et puis, on parle aussi justement des attaquants qui sont absents. On a toujours un peu l'impression que l'Union doit se prouver doit encore plus prouver que les autres et que dans les yeux de certains, il y a toujours un peu cette perception qu'en fait, oui, l'Union, ça va pas durer ou ça reste un petit club. Je pense que ça énerve pas mal de gens, enfin, en tout cas, au niveau des supporters. Est-ce que pour toi, enfin, qu'est-ce que toi tu en penses? Et déjà, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu utilises, par exemple, pour donner une motivation supplémentaire est-ce que ça motive encore plus les joueurs? Est-ce qu'on a besoin de ça pour être encore plus motivé? Pas forcément. Est-ce que ça peut parfois aider? Il y a des périodes où ça peut aider. Mais ce qui a changé, c'est le statut. C'est le statut du club. Là où ces dernières années, on était le poivre et le sel dans ces playoffs et ce chouette club qui donne voilà, quelque chose de renouveau dans ces playoffs et qui est voilà, le outsider, le underdog. Et tout le monde aime le underdog. Tout le monde aime cette équipe qui sort un petit peu de nulle part et qui va aller titiller les grands. Là où tu as réussi à être champion l'année passée et où là, tout à coup, tu es devenu le defending champion. Et c'est là où, voilà, ce que j'ai dit, la perception, elle change complètement. Tu es perçu différemment. Et ce qui est bien, les attentes sont différentes aussi. Mais donc, c'est aussi, pour moi, quelque chose de nouveau que les joueurs ont dû aussi accepter, que le club doit pouvoir embrace, pouvoir embrasser, si je peux dire ça comme ça, c'est du français. Ouais. Et donc, de ce côté-là, voilà, donc tu vas avoir un peu plus de regard critique par rapport à toi. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu dois pouvoir gérer. C'est l'expérience qui rentre aussi là-dedans. Mais voilà, tout le monde a leur mot à dire et c'est très bien si eux pensent que le club de Bruges est favori pour le titre ou a les meilleurs joueurs ou a la meilleure équipe. À nous de montrer le contraire. Je crois que ça doit être notre motivation. Oui, quelque part, c'est pas plus mal parce que en fait, ça nous remet un peu dans la position justement de l'underdog. Même si, voilà, je trouve que, comme je l'ai dit de suite, on a travaillé très dur pour arriver dans la situation dans laquelle on est, de pouvoir déjà être depuis le début de la saison premier. Ouais. Et c'est pas qu'on arrive tout juste... Non, on a déjà eu cette pression tout au long de la saison en accumulant tous les matchs, en ayant aussi cette coupe qu'on a continué, on est en finale, donc on a eu cette demi-finale et ces quarts de finale là, dans le mois de janvier, là très chargé. On a eu tous ces matchs de Champions League qui aussi étaient quelque chose de nouveau pour tous ces joueurs, pour tout le club. Donc voilà, être déjà ici, c'est déjà quelque chose de très bien. Ouais. Mais nos ambitions, elles vont plus loin que d'être là maintenant. Elles vont vers aller jouer ce coup à fond qu'on a à jouer. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de terminer avec un doublé, avec une coupe et un championnat, et qu'on pourra à nouveau fêter ça de manière digne en fin de saison. Et je pense qu'aussi pour toi, ce serait incroyable. Enfin, je veux dire, par rapport à ta jeune carrière, parce que bon, voilà, ça fait quand même pas très longtemps que tu es entraîneur, et finalement, avoir déjà fait un doublé, c'est... On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, mais si ça arrive, c'est quand même incroyable. Voilà. Ce sera tout ton mérite, et le mérite de l'équipe, et le mérite du club. Et ce sera toujours un mérite collectif. Oui, c'est ça, c'est un travail d'équipe. C'est le fait. Voilà. Écoute, merci beaucoup, David. Avec plaisir. Et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.